Bon alors, C'est bon, ça a fonctionné? ouais, c'est bon, ça a fonctionné. Ok. Alors je vais te passer Les cartes. la carte. Hop là. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et ben donc là on vient de poser en fait des balises, des enregistreurs automatiques dans la forêt pour voir un petit peu quelle est la richesse acoustique de cet environnement et essayer de voir si on peut déterminer en fait des indices, on va dire acoustiques, de cette biodiversité. Et on a vu qu'il y avait au début, par exemple si on prend la nuit ou même le matin, si on prend le matin par exemple, au début il y avait des insectes et puis après petit à petit il y a eu donc les oiseaux qui sont arrivés. L'écoacoustique est une discipline assez récente qui est née il y a quelques années justement au Muséum en 2014 et l'objectif est en fait d'utiliser les sons animaux produits par les animaux pour traiter des questions écologiques. L'écoacoustique a un gros avantage, c'est qu'elle permet de collecter des informations de manière autonome. C'est-à-dire qu'on pose des magnétophones dans les environnements et ces magnétophones fonctionnent de manière totalement automatique. Et on a ce qu'on appelle un pouvoir d'échantillonnage d'observation extrêmement fort par rapport à des observations humaines qui sont évidemment très importantes, mais qui sont limitées parce qu'on ne peut pas toujours être dans le milieu. Et en plus, puisqu'on se retire du milieu, qu'on laisse ces appareils faire les observations pour nous, il n'y a aucun biais dû à notre présence. Donc c'est vraiment le principe aussi des caméras de surveillance, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe quand on n'est pas là. Nous on écoute ce qui se passe dans la nature quand on n'est pas là. Donc on surveille, on est un peu des espions de ces forêts et de ces autres milieux naturels. Tu vois, on les voit monter là, les sauterelles. Ouais, tu les vois au bout de 45 minutes, tu les vois, même si on n'a que le bas de leur spectre. Moi je les entends même pas, mais on les voit là. Ouais. Parce qu'elles descendent à minimum 8-9 kHz. Puis avec le bruit Par contre, tu les as plutôt vers le bas, puisqu'elles sont plutôt du côté de la rivière. Tu vois, derrière. C'est Ouais. marrant, hein. Et peut-être qu'en fait, tu vois, ouais, c'est quand même super loin, c'est pas celle de la prairie en face. On peut essayer de suivre par l'acoustique l'évolution de ces populations, le nombre d'individus, savoir s'il y a des individus reproducteurs ou pas. Ça peut se faire donc sur tout type d'animaux, sur des amphibiens, sur des mammifères, sur des insectes, sur des oiseaux évidemment. Et puis on peut s'intéresser à une échelle encore plus large, qui est le paysage sonore. Le paysage sonore, c'est exactement comme une photo qui va prendre un paysage. Et là, cette fois, on va en faire un paysage de l'ensemble des informations acoustiques. C'est-à-dire que ça va inclure tout ce qui est le bruit des ruisseaux, le bruit des avions même, le bruit du vent, le bruit des feuilles, mais bien sûr toute la biophonie, toutes les espèces qui se vocalisent, ça va être inclus dans ce paysage sonore. Et c'est ça qu'on essaye de quantifier et d'analyser au cours du temps, pour voir un petit peu comment ce paysage sonore va évoluer. Et maintenant on se pose des questions sur l'évolution du paysage sonore sur de plus longues périodes, comme par exemple plusieurs années, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. C'est ce qu'on est en train de faire dans deux endroits bien particuliers. Un dans une forêt froide, en métropole dans le Jura, donc on fait ça en collaboration avec le parc naturel régional du Haut-Jura. Et la même chose mais dans une forêt chaude en Guyane française, donc on fait ça avec les CNRS en Guyane. On essaye dans les deux cas d'avoir un suivi de ce paysage sonore, donc vraiment tous les sons dans ces forêts au cours du temps, donc des années, et voir quel point ces paysages se modifient avec des changements lents, avec des perturbations lentes, donc typiquement du changement d'ordre climatique. C'est sûr que d'un point de vue général, on le voit qu'il y a une chute de biodiversité. Donc nous aussi, ça on l'enregistre dans nos enregistrements.
Mais après, ça quantifier correctement de combien elle a chuté, de combien elle va évoluer et faire des prédictions, alors ça pour l'instant on n'en est qu'au début. La biodiversité est en déclin rapide, tellement rapide que l'on reconnaît aujourd'hui que cette perte de vivants est aussi importante que la crise climatique, voire plus rapide en réalité. Alors, évidemment, il est plus difficile de percevoir cette crise du vivant que de percevoir la crise climatique qui se traduit très concrètement par des élévations de température, des canicules ou des périodes de sécheresse. C'est le travail des scientifiques de surveiller cette biodiversité et de produire des indicateurs, des chiffres. Je pense par exemple à ceux des collègues du Muséum d'histoire naturelle sur les chauves-souris qui montrent qu'en 10 ans, on a perdu à peu près 35% du nombre d'individus chauves-souris en France. Alors maintenant, si vous me demandez à quoi me sert une chauve-souris, je vais avoir des difficultés à vous répondre, encore qu'il est clair qu'une chauve-souris consomme un grand nombre d'insectes, et qu'en absence de chauve-souris, ces insectes peuvent proliférer, ce qui va me poser des problèmes. Mais en réalité, la question de la biodiversité, il faut la voir autrement. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, on est d'accord pour reconnaître que cette biodiversité, en fait, c'est une assurance. Une assurance vis-à-vis des perturbations de l'environnement ou vis-à-vis de changements environnementaux qui ne nous conviennent pas. Par exemple, on a montré depuis longtemps dans des prairies que lorsque vous avez un grand nombre d'espèces de plantes prairiales dans une prairie, vous avez une meilleure résistance à la sécheresse que lorsque vous avez peu d'espèces. On a montré à peu près la même chose dans des cultures de riz. Quand vous mélangez les variétés, ça a été fait en Chine, là aussi, on voit une grande résistance à la propagation d'un champignon pathogène, au point qu'on peut diminuer, pratiquement supprimer, les traitements phytosanitaires dans ces cultures. Et très récemment, sur des forêts d'Amérique du Nord, il a également été montré que lorsqu'on a un nombre élevé d'espèces d'arbres, eh bien là aussi, les pathogènes ont beaucoup plus de mal à se répandre dans la forêt. Donc aujourd'hui, dans le monde scientifique, c'est clair, la biodiversité, c'est une espèce d'assurance sur la vie qui permet de se maintenir dans le temps et de faire face à des perturbations et des changements environnementaux parfois brutaux. La bioacoustique, c'est ce qui permet d'étudier les espèces par le son et toutes les technologies associées. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur les critères visuels, sur l'observation des espèces, on va aller les écouter, on va comparer leur chant, comparer le chant des différentes espèces, comparer le chant des différents individus, et ça va nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur ces espèces-là. Là, on arrive au marais de Maincourt. C'est un marais qui abrite une grande roselière. Et les milieux humides, c'est des milieux qui sont particulièrement riches en espèces. Donc on a ici une trentaine, une quarantaine d'espèces d'oiseaux qu'on peut voir aujourd'hui. Et la difficulté dans les grandes roselières, c'est que les oiseaux sont cachés. Et ce qui fait qu'à vue, on a beaucoup de mal à les trouver. Donc le meilleur moyen de les trouver, c'est d'utiliser la bioacoustique, c'est de faire des enregistrements, de les écouter, de les détecter par le son. Ici, on trouve une espèce qui est particulièrement intéressante, qui est la rousserolle verderolle. C'est une petite espèce qui, à vue, n'a rien de particulier. Elle est brune, elle se cache dans les roseaux, mais par contre, c'est une redoutable imitatrice. C'est-à-dire que son chant est extrêmement créatif et en chantant, elle est capable d'imiter 30 ou 40 espèces différentes qui vivent dans son milieu. Donc rien qu'en l'écoutant chanter, on est capable de dire toutes les espèces qui vivent à côté d'elle. Alors il y a plusieurs types de sons qui sont produits par les oiseaux. Le plus classique, c'est celui qu'on appelle le chant territorial, donc qui permet de marquer un territoire, qui permet de rivaliser avec ses congénères, d'attirer des femelles. Après, il y a d'autres types de cris, il y a les cris de vol qui sont émis notamment en période de migration pour que les oiseaux puissent se retrouver en fait, les uns les autres alors qu'ils sont en train de parcourir le ciel. Il y a aussi des cris qui sont émis
en cas de situation de stress, c'est ce qu'on appelle les cris d'alarme. Donc c'est pour repousser les prédateurs, pour signaler la présence d'un prédateur. Et après, on a des cris qui s'appellent les cris de contact. C'est ce qui leur permet de se reconnaître entre espèces, d'interagir entre espèces. Pour repérer les chants d'oiseaux, on a un outil privilégié qui s'appelle la parabole. Donc en fait, c'est un micro qui permet de zoomer sur les sons dans une direction en particulier. Donc les ondes sonores qui arrivent d'une direction viennent se réfléchir contre la parabole et arrivent toutes à ce micro-là. Ça permet de zoomer comme un zoom optique en fait, en quelque sorte. Donc là, on entend pas mal d'espèces. Je suis en train d'essayer de la chercher. Ah ben, elle est là. Donc elle est en pleine phase d'imitation. Elle est en train d'imiter un oiseau qui s'appelle la mésange nonnette et qui vit exactement dans le même milieu. Donc on reconnaît son chant caractéristique. Chaque espèce a un chant qui lui est propre. Et là, ça me permet de savoir que c'est cette espèce-là. Maintenant, on va essayer de se rapprocher. Donc là, on s'est rapproché, elle chante toujours. En fait, pour elle, c'est une façon de marquer son territoire, c'est une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres oiseaux qui s'aventurent sur son territoire et qu'elle est bien cantonnée chez elle, en quelque sorte. Alors déjà, pour commencer à faire de l'écoacoustique, il faut d'abord avoir franchi le pas de la bioacoustique, donc c'est un peu une étape préalable. La bioacoustique, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les différentes espèces. Donc quand on fait de l'écoacoustique, qu'on s'intéresse à la composition de paysages sonores, il faut d'abord déjà savoir reconnaître les chants des différentes espèces, donc avoir d'abord recours à la bioacoustique. Ça se complète en fait. L'écoacoustique, c'est le prolongement de la bioacoustique sur quelque chose qui est plus complexe, qui est les interactions au sein des espèces, les écosystèmes, les paysages sonores. Donc là, on l'entend, elle est juste là, juste devant, en train de nourrir des jeunes. Donc je vais l'enregistrer pour pouvoir l'analyser après coup. Alors l'ouïe, c'est pas le sens le plus développé chez nous, chez les êtres humains, c'est plutôt la vue. On se rend compte qu'on est capable de lire des cartes sur lesquelles il y a beaucoup d'informations très complexes. Par contre, on n'est pas capable de reconnaître 10 sons qui se propagent en simultané. Donc pour ça, nous, notre outil privilégié, c'est ce qu'on appelle le sonagramme. C'est qu'en fait, chaque son va être converti en une image et ça va être plus facile de traiter l'image que de traiter le son. Donc là, je viens de tracer le sonagramme de l'enregistrement qu'on a pris tout à l'heure. On voit des formes apparaître et ça correspond à l'ensemble des notes que la rousserolle verderolle a émises. Et donc là, on peut voir les différentes imitations de la mésange nonnette dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'empreinte de la verderolle, c'est ces notes-là qui sont plus caractéristiques, qui sont des espèces de tacs graves et qui nous permettent de la reconnaître. Et puis il y a l'ensemble du rythme, le fait qu'elle imite de nombreuses espèces, tout ça c'est caractéristique de la verderolle. Donc on est sûr que c'est bien la rousserolle verderolle qui chante et que c'est pas de la nonnette qui est venue s'intercaler au milieu de l'enregistrement. Ici, on se trouve dans un écosystème très riche. Donc on peut apercevoir un pic épêche qui passe au-dessus de nous d'ailleurs. Et puis sur la berge là-bas, il y a une bergeronnette printanière. Alors c'est une espèce qui se reproduit au niveau du petit moulin. Cette bergeronnette, elle est jaune, grise et jaune. Elle est insectivore, elle va se nourrir d'insectes. Au-dessus de l'étang, de nombreuses libellules chassent. On a aperçu tout à l'heure l'anax empereur, qui est la plus grande des libellules. Mais il y a d'autres libellules qui peuvent être rouges, ce sont les Sympétrum sanguins. On a aperçu tout à l'heure également un martin pêcheur avec son bleu métallique qui traversait l'étang de Cernay. Alors cet oiseau est piscivore, il se nourrit de poissons. Et la bergeronnette printanière, là qu'on entend, avec son cri typique qui passe au-dessus de nous, voilà, elles sont deux à faire leur petit cri. Le martin pêcheur qui passe. Très magnifique.
J'ai vraiment envie que l'écoacoustique devienne utile. Donc pour l'instant, c'est seulement une discipline très descriptive. On n'a pas accès à l'expérience, ce qui est un peu limitant. Mais je veux vraiment que l'écoacoustique puisse être utilisée dans la gestion des milieux naturels et qu'elle puisse aider vraiment à mieux protéger la nature. Donc qu'on passe dans une phase vraiment d'application et pas simplement de développement technique en fait. Alors, il y a beaucoup de projets participatifs autour de la bioacoustique. L'un des plus connus, c'est Xenocanto. C'est une grande base de données avec l'ensemble des champs et l'ensemble de tous les types de vocalisation de toutes les espèces. C'est un site internet qui répertorie les vocalisations de l'ensemble des espèces. Donc pour chaque espèce, à chaque fois qu'on fait un enregistrement à un endroit donné, on peut le mettre sur Xenocanto et ça va afficher une carte pour chaque espèce de l'ensemble des endroits où cette espèce a été enregistrée, l'ensemble des types de vocalisation qu'elle a émis, et donc ça permet de les comparer. Donc ça nous permet de nous aider les uns les autres et c'est un support pour la recherche notamment. Mais je pense que la bioacoustique va monter en puissance, c'est-à-dire que vu que ça permet d'acquérir beaucoup de données pour des prix qui sont de plus en plus réduits et de plus en plus facilement maintenant que c'est automatisé, je pense qu'on va avoir de plus en plus de programmes participatifs de bioacoustique qui vont se développer. Et donc c'est un peu ça qui est la révolution ces dernières années et qui a fait beaucoup progresser le champ, disons dans les 15 dernières années, c'est quand même quelque chose d'assez récent. C'est qu'on a des technologies qui se sont développées, donc tout ce qui est big data, intelligence artificielle, et qui nous permettent de traiter des quantités énormes de données, d'automatiser l'identification des espèces, de faire de la reconnaissance automatique, de la reconnaissance vocale comme on le fait désormais pour la voix humaine. Et ça, c'est une grande source de progrès pour les années à venir. Nous, ce qu'on espère, c'est d'aller vers l'autonomie totale. C'est-à-dire que pour l'instant, on a encore des magnétophones qu'on doit aller vérifier, on doit aller récupérer les données, on doit faire des analyses après au laboratoire. L'idée, c'est d'avoir des capteurs qui sont vraiment autonomes et qui vont faire les analyses tout seuls, de manière autonome. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer et en plus, ils vont faire la partie algorithmique derrière. Et le mieux, évidemment, ce serait de nous envoyer tout ça après via des réseaux satellitaires, que l'on reçoive les informations directement au laboratoire, ce qui nous permettrait évidemment d'augmenter aussi la surface échantillonnée, d'avoir plus de milieux suivis et d'avoir donc une meilleure résolution spatiale. Donc à force d'écouter les animaux, vous les voyez jamais en fait. Pas beaucoup. Ouais. C'est vrai que ça c'est... Par exemple les loups, je vous ai parlé tout à l'heure des loups, je les ai jamais vus quoi. Donc ça c'est vrai que ça peut être une de nos frustrations. Et on travaille même souvent plutôt sur des fichiers audio quoi. Et donc c'est pas forcément nécessaire, donc des fois on les voit pas. Et c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant. Vous le disiez en Guyane. Oui, c'est pareil, enfin c'est presque pire parce qu'en milieu tropical il y a une telle diversité sonore qu'on a beaucoup de sons, on ne sait absolument pas qui fait quoi. On a un son mystère en Guyane, on ne sait absolument pas ce que c'est. Pourtant c'est un son qui est très commun. On commence à suspecter une sauterelle, on ne sait pas. Voilà. La plus grande frustration de l'animal que vous avez écouté, que vous ne pouvez pas voir. Tiens, le païpayo. Le païpayo. L'Hippogus vociférans, c'est un oiseau très commun en forêt amazonienne, très très intense, on l'entend tout le temps et on ne le voit pas. Très difficilement, il n'est pas coloré, il est un peu en hauteur. Et c'est marrant parce qu'il est vraiment partout. Et c'est ça toute la puissance de l'acoustique, c'est qu'on entend sans voir. Et c'est ce qu'on fait très très souvent hein. Dans la nature, on est t'as entendu ouais. Et on entend et on voit pas. Il faut accepter.